Je vois le système, comment il marche en France, c'est un système de filtre. On s'amuse à filtrer le peuple. Donc, et c'est ce qui énerve un peu tout le monde aujourd'hui. Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire même incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Bienvenue, c'est Contre toute attente. Mon invité est un ovni. Son parcours fascine et intrigue, de la misère sociale dans un village reculé de Montauban aux portes impénétrables du luxe à la française. Il a su se frayer un chemin. Issu d'une famille modeste d'origine marocaine et membre d'une fratrie de 6 enfants, rien ne prédestinait ce jeune homme de la cité à devenir l'apothicaire des temps modernes. De coup dur en coup d'éclat, il redoute plus l'ennui que l'échec. Touche à tout, autodidacte et prescripteur de tendance, il ne fait rien comme les autres et ne ressemble à personne. Hors du temps, à contre-courant, aux 4 coins du monde, mais toujours au bon endroit. De Montauban à Brooklyn, de Tokyo à Tanger, bienvenue dans le voyage parfumé de mon invité, Ramdan Touhami. Je voudrais commencer par ton histoire familiale, évidemment. Donc, tu nais dans le sud-ouest de la France, ta famille d'origine marocaine est installée en France. Quand est-ce que ta famille est arrivée en France d'ailleurs ? Très longtemps. T'es pas la première génération née ici, toi. Non. Les hommes sont arrivés pendant la Première Guerre mondiale et ils sont restés. Donc, ils étaient là les années 20. En fait, ils ont aimé. C'est-à-dire, mon arrière-grand-père est resté. Pour combattre, il est venu... Il est venu 14-18, il est venu combattre. Pour combattre. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est rentré au Maroc après quelques années pour combattre les Français. Avec Abdelkrim dans le nord du Maroc. C'est une famille, lui c'était un aventurier. Et ensuite, il a fait un truc assez incroyable. Il a combattu pour Franco, en Espagne. C'était un combattant. Lui, il adorait, il gagnait de l'argent comme ça, et c'était sa vie. Ça, c'est parti de ma mère, partie de mon père. Ils étaient là aussi. Ils sont venus pour la Première Guerre mondiale. Ils sont restés dans des industries. Ils ont travaillé. Ils ont fait des allers-retours. Leurs frères sont restés. Ils rentraient. Il y avait des allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Mais en fait, ils étaient là quasiment jusqu'à la guerre. Même il y en a qui sont restés pendant la guerre. Et j'ai même des cousins éloignés sur des trucs dans des mariages. Je suis sur un gars qui s'appelle Charles. C'est mon cousin. Tu veux dire qu'il est blond, il mesure 2 mètres, il a les yeux bleus. Il s'appelle Charles. Je me rappelle un mariage dans un village d'origine de ma famille. C'était en 1991 et on voit ce cousin qui se mariait. Et lui, c'était un cousin mais méga éloigné qui faisait partie de ces générations qui sont restées. Et on avait un frère de mon arrière-grand-père, s'était marié avec une Française et c'était la descendance de ce gars. Et voilà, il avait plus rien d'un Maghrébin. Tu vois. Il était comme Montebourg, tu vois. Montebourg est comme ça, c'est ce genre de gars qui sont mélangés, on ne voit pas. Et donc voilà, ils sont restés. Puis à partir des années 50-60, les femmes sont arrivées, notamment mes 2 grands-mères sont arrivées. Alors les grands-mères tombaient enceintes au Maroc, accouchées au Maroc, ils venaient avec les enfants en France. C'était pas encore officiel, il n'y avait pas encore de regroupements familiaux. Et c'était pas encore vraiment la norme, et donc elles sont arrivées, et puis voilà. Mais j'ai des cousins rugbyman, j'en ai un qui s'appelle Maurice, qui vit à la Bastide Saint-Pierre. Bon, salut Maurice, on va voir s'il écoute. Donc, issu d'un milieu modeste, une fratrie importante, 6 enfants, ton père était agriculteur, mais il avait aussi un deuxième métier. Salarié agricole. Salarié agricole, excuse-moi, ça n'a rien à voir, tu as raison. Il avait un deuxième métier, puisqu'il était gardien d'un château. D'un manoir. Du 19e siècle. Mais à l'époque, pour moi, c'était un château. Quand t'es petit, tout est grand. Tu vois. T'es retourné, Loire ? Oui, je suis repassé. Ça paraissait une petite bicoque ou ça paraissait comme un château ? Non, c'est imposant. Ça doit faire une 30aine de chambres, quand même. D'accord, donc... c'est costaud. Et on gardait ce château, il avait 1 ou 2 hectares. Non, plus que ça. 15. Non. Madelu ? Je sais pas. Quelques hectares, je me rappelle plus vraiment de la taille. Il y avait un lac, il y avait une forêt. Alors, c'était très éloigné de tout. Il y avait un voisin qui s'appelait Monsieur Katz, très rigolo, un militaire de la Wehrmacht qui avait beaucoup aimé la région pendant la guerre et qui est revenu acheter une ferme. Il avait été facilement accepté. Non, il était éloigné de tout lui aussi, mais il était, accepté parce qu'il était très sympathique. C'est marrant. Et il y avait encore, moi je me rappelle quand j'étais petit, parce qu'on est d'un village qui s'appelait Brial, il y avait encore les bastons entre les fils de
de collabo et non collabo. Donc la famille, lui, il était collabo. Et lui, attention, fils de collabo, tu vois, celui-là, c'est sa mère, si tu savais, c'était une tondue. Et donc, t'étais encore dans cette post-ambiance bizarroïde. Parce que les grands-pères étaient toujours là, parce qu'ils étaient sur la place du village. Donc, moi, je suis né dans les années 70, donc ils étaient encore vivants. Et même la propriétaire du manoir, elle était née en 1889, Madame Soubira, qui était toujours vivante. Donc, ouais, on connaissait des gens du 19e siècle. C'est assez fou. C'est dingue. On oublie, hein. Mais c'est passé très vite, tout justement, ça. quand tu étais jusqu'à ton adolescence dans cette campagne Moselle, tu racontais que vous étiez les seuls Arabes du coin. Pour toi, c'était... la seule famille arabe du coin. La seule famille arabe du coin. Donc, c'était... À part les ouvriers agricoles. Quand je dis ça, il y avait les ouvriers agricoles qui étaient tous d'origine maghrébine. Ils ont été depuis remplacés par... Alors, après, au début, les Espagnols, mélangés avec les Maghrébins. Et ensuite, là, ils ont été d'ailleurs remplacés par maintenant les gens de l'Est, les Albanais, les Polonais. On va chercher très loin maintenant les Russes, les Ukrainiens. C'est marrant. De moins en moins d'immigration maghrébine. Mais on était à l'école les seuls Maghrébins. Et depuis 2 générations, parce que mes oncles étaient dans les mêmes écoles. À c'est Bressol. la famille. Ouais, c'était les Touamis, on était là. Puis on était très intégrés. Bizarrement dans l'ambiance locale. Donc toi, quand tu utilises le terme intégration ici, c'était pour toi, tu voyais différemment. Je me souviens, et ce que tu disais, ça me faisait penser à Renaud Levanquim qu'on avait eu ici dans le podcast, qui disait que quand il travaillait à TF1, on avait tendance à l'appeler le chinois. Moi, on m'appelait le chinois aussi. Et alors c'est ça. On m'appelait le chinois parce qu'il ne savait pas ce que c'était. On n'était pas comme les autres. Et je me rappelle petit, ça m'a toujours marqué, il m'appelait le chinois. T'as pensé à un moment que t'étais chinois ou... C'est très bizarre cette ambiance, parce qu'on est à la campagne. Je me rappelle que alors vous imaginez, on était dans des écoles, il y avait 2 écoles. On avait fait CP dans une école, CE1, CE2 dans une autre, CM1, CM2 dans une autre. Et CP, je me rappelle, la professeure de CP était fantastique. Donc, elle était douce, je pense qu'elle était militante, socialiste, tu voyais la douceur, tu avais plein de... Il y a un rapport entre les deux, donc tu veux dire. Et ensuite, tu vas chez les 2 bâtards, excuse-moi le terme, parce que eux étaient clairement racistes. C'est vraiment la première fois où vraiment on te dit sale arabe en cours, les profs qui frappaient. CE1 CE1, CE2. Et c'était un couple, les Méniel, qui étaient fous, qui étaient très, très... Vraiment les premiers d'extrême droite là-bas, je pense. Et qui avaient frappé mon frère, qui a fait une crise d'asthme. C'est la première fois que j'ai vu mon père vraiment à 2 doigts de frapper un prof, alors que mon père est plutôt calme de nature. Parce qu'ils avaient frappé mon frère, il avait mis dehors sous la pluie, il avait fait une grosse crise d'asthme, il a failli mourir ce jour-là. Et moi, il m'avait frappé avec une règle sur les doigts à l'ancienne. Et on était un peu les moutons noirs dans cette école. Ils m'ont fait redoubler le CE2 alors que j'avais des bonnes notes. Traumatisme que je vais traîner après. J'avais pas du tout compris. Voilà. Ils étaient hyper fachos. Donc quand t'as redoublé encore avec eux en plus. J'ai redoublé, je fais une année de plus avec eux. Avec eux, c'était des gros sadiques. Et là, mon père ouvrier n'a pas le temps, ma mère, ça l'a saoulé aussi, donc on n'allait pas se plaindre. Et après, on repart dans le CM1, CM2, c'est les Sauvagnat, c'est un autre couple. Alors, Sauvagnat, c'était assez incroyable. Monsieur et Madame Sauvagnat, c'était leurs 2 dernières années. Et imaginez, on avait des profs qui avaient commencé à être profs dans les années 30, les années 40. Monsieur et Madame Sauvagnat, là, on parle des fins des années 70, début des années 80. Et c'est des profs qui avaient fait 40 années... Et c'était vintage. Monsieur et Madame Sauvagnat, il était très grand, c'était un sosie de De Gaulle, le même genre de gueule, un mélange de Fernandel et de De Gaulle. Et j'ai eu cette école où on nous apprenait à écrire des heures et des heures, genre comme si on faisait de la calligraphie et tout. C'était assez vintage. C'est pas du tout l'école comme je la vois avec mes enfants aujourd'hui. Je vois, c'est vraiment, vraiment des vacances. Mais monsieur et Madame Sauvagnat, ça ne rigolait pas, mais ils n'étaient pas du tout racistes pour le coup. Il n'y avait pas ce sentiment. Il fallait travailler, tout le monde travaillait. C'est pas... Donc là, on arrive à ces années où justement la famille Soubirac dont tu parlais tout à l'heure vendent le château. Les Soubirac et les Despoisses, parce que c'est 2 familles. Il y en a une qui est à Paris ici. Ils sont des banquiers à Paris. Ils habitent rue de Fleurus. Et ils n'ont plus le temps de venir avec leur Mini. Ils venaient de Paris en voiture sur la Nationale 20 en Mini. Ça me fascinait. Ça m'étonne que j'y pense. Comment ils ont fait? Voilà, ils ont vendu. Donc, et là, tu déménages. Sans nous prévenir. Ouais, sans nous prévenir. Et là, donc, tu dois déménager, là, pour le coup, dans pour toi, une grande ville qui reste une ville aujourd'hui de province, qui est la ville de Montauban. Et là, tu déménages, là, tu te retrouves, là, tu étais loin Pas de dans tout. une cité, d'abord dans une petite maison. Il nous faut un trick. Ah. Il nous fait un truc assez incroyable. Donc, mon père gardait ce château.
Mais il ne faisait pas que garder. Il était jardinier, et ma mère était la cuisinière. Ce qui est marrant, c'est parce que la vieille cuisinière de Madame Soubirac a appris la cuisine française à ma mère. Donc, on est passé des tagines aux hachis parmentiers. Et c'est assez marrant, cette culture. J'ai découvert cette culture française via cette cuisinière qui a formé ma mère. Elle est devenue la cuisinière du château. Ces gens du château, c'était important parce qu'ils avaient des petits-enfants et tout ça. Et tous les petits-enfants avaient nos âges. Donc, le meilleur pote de mon frère s'appelait Antoine. Il a le même âge, même année. Ils avaient 4 jours d'écart. Moi, une fille qui s'appelle Virginie, qui est devenue avocate dans le 15e. Là. On avait 3 semaines d'écart. Je me rappelle toutes mes... Vous avez grandi ensemble. En fait, chaque vacances, on les attendait. Ils venaient, les Parisiens arrivaient. Ils habitaient tous dans le 15e, dans le 6e. Ils venaient et il y avait ce décalage social complètement ahurissant. Donc, on ne faisait pas qu'avec eux. C'était l'abondance. Des gens qui cachaient des bonbons en chocolat dans des fourrés, enfin, dans des buissons. On était là, mais qu'est-ce que c'est que ce concept? Ils nous ont montré ce monde-là et ensuite, on se retrouve... Et là, c'est là que je regrette qu'on n'était pas bien équipés, je veux dire, légalement. Ils vendent ce château et on se retrouve balancé dans une jolie maison, dans un joli caté de Montauban qui appartenait au Soubirac, parce qu'ils avaient une usine. C'était des fabricants de bottes. Et ils nous donnent une maison collée à l'usine, mais qui était pas mal, dans un joli quartier. Donc là, c'est là où je découvre le cuir, parce que c'est les bottes Soubirac qui, quelques années après, vont couler. C'était les spécialistes de la botte, de moto, c'était les meilleurs. Et ils fabriquaient Chevignon, ils fabriquaient tout le monde. C'est une belle marque. Et ensuite, au bout de 3 mois, ils nous disaient, vous cassez. Sans nous prévenir. Alors, on n'était pas du tout... T'aurais pris un avocat en 2 secondes, le premier était réglé, il te payait une maison quasiment où on ne met pas des gens dehors comme ça. Enfin, Et nous, en panique, mon père trouve cet appartement dans une cité qui s'appelle Beau Soleil. Voilà. Donc, en fait, tu fais un stop et là, tu te retrouves dans un monde encore différent. Ah ouais. Donc là, c'est tsunami social tout de suite. Du l'enfant qui jouait tout seul au football dans un pré, tu te retrouves... Avec trop de monde autour de moi. Avec beaucoup trop de monde. Quand tu dis ça... on découvre un truc, c'est qu'on peut vivre dans un immeuble. Il y a un voisin, il y a un mur, nous avons un mur en commun, on entend tout. Le voisin, c'est des cités, donc tout est en carton-plâtre, donc t'entends tout. C'est ça, alors, les gens ne parlent pas de ça. Hein. Mais dans les cités... Dans un étage, il n'y a pas de secret pour personne, on entend tout. Quelqu'un qui gueule sur sa femme, on l'entend. C'est la qualité tellement de fabrication est tellement basse que, en fait, quelqu'un fait pipi à 4h du mat, il te réveille. En haut, en bas, à droite, à gauche. Alors, on a des voyants qui s'appellent les Altieri, ils sont très marrants, c'est des retraités argentins, des Français qui sont partis en Argentine, ça s'est cassé la gueule, ils avaient des teckels, ça nous faisait marrer, c'était le voisin de droite, à gauche, t'avais un fou alcoolique, au-dessus, t'avais les Chellal, c'était une famille algérienne qui avait 15 gosses, mais c'était le chaos total. En bas, je savais plus qui il y avait des Africains. Et là, nous, on arrive, on fait, mais oh là 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 là. Alors là, grosse difficulté d'adaptation. Hein. C'est-à-dire que tu t'es à ce moment-là, tu es juste en train de dire, c'est pas ça que je veux, tu te rends compte, la chance que tu avais avant. Avant d'arriver dans ta vie, à arriver à cette question, c'est ce que je veux ou ce que je veux pas. Non, c'est déjà là, c'est merde, c'est la merde, c'est le bordel. Donc, tu essaies de faire pote avec tout le monde et en fait, non, ils t'intègrent pas parce que t'es pas comme eux. Ils jouent au foot, toi, t'es plutôt rugby. D'ailleurs, toujours. J'étais demi-mêlée et j'avais des oncles qui avaient fait une belle carrière dans le rugby. Moi, j'étais vraiment cette culture rugby. Et racaille. Racaille, c'est horrible à dire, mais tu es des mecs un peu, tu vois, agressifs, pas méchants quand tu finissais par les connaître. Mais le seul mec que j'aimais bien dans l'immeuble s'appelait Simon. Mohamed, on l'appelait Simon. Il est mort parce qu'on lui a tiré avec une carabine, parce qu'il cambriolait un appartement, une maison. Pas parce qu'il avait besoin forcément de cambrioler. C'est l'ennui qui te pousse à faire des trucs nazes. Et de là, je découvre ce monde. Mon frère déteste, je déteste. Voilà. Tu parles justement souvent de ton frère. Tu parles toujours du même frère. Parce que l'autre, je l'ai pas connu. Ok. Je suis parti de chez mes parents, il avait 5 ans, 3 ans. Toi, à peine pas. Donc, même ma dernière sœur... Tu vois, qu'est-ce que tu n'as jamais vécu avec elle? Je crois que dans toute ma vie, j'ai dû passer 15 jours avec elle. Fin de collège, donc tu es placé en BEP. Ce que tu disais sur ton frère était assez frappant. Tu disais, voilà, il était envoyé en CAP, tourneur-fraiseur, alors que vous y êtes tous les deux. Tu disais que ton frère était un peu meilleur élève que toi, mais c'était des bons élèves. Ah, lui, carrément en 5e. Ouais. Et je te cite, en 5e, tu dis, on envoyait toujours les Rebeux et les Renois dans les lycées professionnels, c'est ce que tu disais. Tu penses que le monde aujourd'hui a évolué ou pas? Non, je le vois arriver, même les CV que je vois, les gens que je vois. Non, on les envoie à la casse, mais c'est le système français qui est un système très particulier, qui est très bizarre. J'ai de la chance d'avoir vécu au Japon, aux États-Unis, au Maroc, en Inde. Je connais un peu le monde. J'ai des sociétés que je gère moi-même, d'ailleurs, sans
sans partenaire, donc j'ai vraiment les mains dans le cambouis. Je vois le système, comment il marche en France, c'est un système de filtre. On s'amuse à filtrer le peuple. Donc, et c'est ce qui énerve un peu tout le monde aujourd'hui. On trie pour garder le meilleur, ce qu'on considère le meilleur. Attention, les meilleurs de l'école. Ça ne veut pas dire les meilleurs dans la vie. C'est juste les meilleurs de l'école. C'est qu'on a décidé que les mecs qui bossaient le plus à la maison, c'était les plus intelligents pour le pays. Et je pense que ça, c'est un problème. On ne repère pas les mecs les plus malins, les plus fut-fut. Je ne sais pas comment on pourrait les repérer d'ailleurs. Je n'ai pas la solution. Mais on prend que ceux dont les parents étaient là pour regarder les devoirs, ou qui pouvaient payer des profs, ou les mecs qui pouvaient avoir des bonnes notes. Des débiles mentaux, souvent. Moi, j'ai eu dernièrement, dans ma société, un gars qui a eu la meilleure moyenne du bac dans son académie. Il avait eu 19,75 dans l'académie d'Aquitaine il y a quelques années. Il a fait Henri IV, il a fait HEC, il était pris à l'EN. Il a fait 3 concours, il était pris aux 3. Il avait l'ENS, je ne sais plus quoi, et Henri IV. Et à HEC, il n'est pas allé à l'ENS parce qu'il y avait son ex-copine. Bon, bref, genre... Putain, le gars, la chance qu'il avait. Il a fait HEC, mais quand il est arrivé chez moi, alors taquiner Excel, c'était le roi. Oh, qu'est-ce qu'il maîtrisait Excel, il y avait les liens. Théoriser, mais un génie de la théorie. La pratique, mais une bille. Il a failli couler la boîte. J'ai dû revenir en panique de Tokyo pour sauver la boîte. Le mec, il faisait n'importe quoi. J'ai un rapport à l'école un peu particulier. Ça veut pas dire qu'on que voit, oui, on le voit. C'est bien en tout cas de le dire. C'est ce que tu dis est quand même assez rafraîchissant. Ah mais l'assurance, j'ai toujours eu. Moi, ma mère a dit, dès que j'avais 2 ans, j'étais comme ça. Jamais, tu vois, je doutais pas. On y va, on essaye. Revenons un petit peu sur des moments sympas, intéressants de ta vie, en tout cas qui expliquent qui tu es aujourd'hui. Donc tu restes pas jusqu'à la fin de ton bac pro. Là, on t'envoie dans un internat. Tu m'arrêtes, tu envoies dans un internat à Castres. Oui, mais enfin, je fais une grosse connerie. Voilà, donc c'est ça qui est important. C'est pourquoi tu te retrouves dans un internat. C'est marrant cette histoire. Donc je suis au lycée, je commence un peu à partir en couille. Ce qui m'a sauvé d'abord, c'est que comme les gens de la cité m'ont un peu envoyé bouler, j'ai traîné avec des petits bourges. Ça m'a évité de faire les conneries. Mais au bout d'un moment, le côté un peu voyou revient. J'ai toujours eu ça un peu en moi, un peu provoque et tout. Et je rencontre un gars qui avait un P38, c'est un pistolet. Et il me dit, viens, on va braquer une boutique. Ouais, pourquoi pas, il n'était pas chargé. Il me file le pistolet, je le garde sur moi. Et puis un jour, en cours d'histoire, une prof dit n'importe quoi. Je sors le pistolet sur la table. J'aurais fait, là, j'avoue que j'aurais fait la une de TF1. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, c'était rien. Et la police arrive, je m'échappe, je fugue, je pars, je me retrouve, je veux aller à Paris chez mes grands-parents. Et en fait, je me retrouve... À Clermont-Ferrand. Je me retrouve par accident en prenant le mauvais autostop à Clermont-Ferrand où je devais un peu clochard. Je traînais avec un voyou et ça m'évite de dormir dehors. Et il vendait de la drogue, il vendait du shit et je lui ai pris un morceau de shit et je me suis échappé. Je suis rentré chez moi. Je l'ai vendu à un gars. J'avais comme un gros morceau, je l'ai vendu. Attention, pas de quoi aller 1000 ans en prison, mais je l'ai vendu à un gars. Et avec ça, j'ai eu l'idée de faire des t-shirts. Donc, mais ça, il y a eu un décalage entre le moment où j'ai ramené le truc, parce que c'est pas tout de suite. J'ai été ensuite interdit d'académie, qui est le niveau le plus élevé. Évidemment, j'avais performé en termes de conneries. Ah oui. Donc, j'étais interdit d'académie. Et avec vraiment un truc qui était assez marrant, interdiction de me retrouver dans la classe avec un garçon en particulier qui s'appelait Mendouf Sari, qui était un Turc, qui faisait aussi des très grosses conneries. On était dans la même classe. Lui, il faisait des très belles aussi. Et au bout d'un moment, tous les lycées me ferment leurs portes, à part un internat de bonnes sœurs dans le Tarn, à côté de Castres, qui s'appelle Anne-Vaute. Et j'arrive le premier jour à Anne-Vaute, c'est un lycée, il y a 400 filles, 15 garçons, c'est un internat. Et qui je vois au milieu des 15 garçons? Mendouf. Mais on fait semblant de ne pas se connaître. Parce que tout de suite, il a regardé à mon regard, genre, il m'a fait un petit geste, genre, on se connaît. Hop. Et à l'internat, évidemment, le soir, on discutait, on était morts de rire de se retrouver là, mais pendant quelques mois, on a fait semblant de ne pas se connaître. Et là, il y a les 400 filles, il y a un gars qui s'appelle Rich. Toutes les filles sont amoureuses de lui, il fait ses t-shirts. Et il faisait des t-shirts, je faisais du skateboard, lui il faisait du skateboard, donc on est devenus potes. Puis je dis, il y a toutes les filles, il y avait 400 filles, tu avais le choix. Et puis toute la rage que tu as entendre faire des conneries, tu la mets dans la drague de filles. Je dis, il faut que je chope plein de meufs. Lui il fait des t-shirts, je vais faire des t-shirts.
Et je me rappelle de ce bout de truc que j'avais ramené de Clermont-Ferrand, que j'avais caché. Un week-end, je le vends et je décide de lancer ma marque de t-shirt qui s'appelle, un lien direct d'ailleurs avec ce que je venais de vendre. J'étais fan de Timberland, j'enlevais l'arbre, le timber, j'ai mis une feuille de cannabis, on appelait ça Tushyland et ça a été un carton au lycée. Voilà. Et ma cote a explosé. Donc, ta cote a explosé. Et donc, tu te souviens justement parce que tu as fait donc Tushyland et tu as fait aussi Tushy. Tushy, le premier t-shirt, c'était Tushy. Exactement, parce que Stussy, donc c'est une marque qui revient beaucoup en ce moment. J'étais avec Sean Stussy le week-end dernier, à Guétari. Et ben, tu vois, donc c'est une marque. C'est marrant, j'en ai parlé avec lui de ça. Tushy devait être très content. Tu dis ça. Est-ce que tu te souviens à qui tu as vendu ton premier t-shirt? Est-ce que tu te souviens à ce moment-là, quand il y a la transaction financière? La première transaction, je me rappelle très bien. Ouais. C'était, je suis arrivé le matin, j'étais allé les récupérer le samedi chez le sérigraphe, et à côté de Toulouse. J'étais venu en autostop très tard, je suis arrivé, je les ai montrés, et puis tu as 2-3 personnes tout de suite. Alors les noms, je ne te pourrais pas te dire, mais je me rappelle les 2-3 réactions où les mecs ils disent « tu m'en mets un de côté, je vais trouver l'argent ». Et comment toi t'es à ce moment-là? T'es heureux de réussir pour la première fois? Non. Quelque chose? C'est juste pour draguer les filles? Non, pas du tout, parce que la vente, je l'avais déjà en moi. J'avais créé d'ailleurs cette phrase très commerciale. Je me rappelle quand je me suis retrouvé au collège, qu'on habitait encore à la campagne, puisque j'ai oublié, mais en 6e, j'habitais encore à la campagne, parce que c'est en 5e qu'on est arrivé dans la ville. On devait prendre un bus. Il y avait un marché à côté du bus, du mercredi et du samedi. On allait encore à l'école le samedi matin, à cette époque. Il y avait un marché. Le matin, quand on arrivait avec le bus à 7h du matin, il fallait aider les mecs à déballer. Et vers midi et demi, mon bus arrivait à 1h15, 1h30, il fallait remballer. Et j'avais inventé cette phrase, c'est tout à 5 balles où je remballe, et on vendait des slips pour vieilles. Et, et j'étais là sur le marché et je me faisais 20 francs, tu vois, 10-20 francs. Et le mec, je venais tous les mercredis, je dis hey, tout à 5 balles où je remballe. Et toutes les mémés venaient et je vendais plein de culottes de vieilles. C'est assez marrant, les culottes de vieilles, c'était assez de grande taille quand même. Hein. Et j'avais déjà la vente en moi, j'avais déjà vendu, je n'ai pas raconté, ma première affaire, c'est pas vraiment les t-shirts, c'est un été juste avant d'aller d'ailleurs, c'était internat, j'avais un scooter et j'avais monté un truc qui s'appelait À votre service. Et j'avais déjà eu mon premier article dans le Tarn-et-Garonne magazine, je sais plus quoi. J'avais un beeper et j'avais une idée incroyable, mon frère était allé travailler aux pommes avec mon père dans les champs et moi j'ai dit non, hors de question que je fasse ça. Mon père il m'a dit il faut que tu gagnes de l'argent. Et il n'avait pas dit comme ça parce qu'il n'a pas d'accent, mais je rajoute un peu. Et putain, l'accent du chouette, c'est mon père. Et j'avais pris un scooter. En fait, j'avais embrouillé le vendeur de scooter. J'ai dit, je te le loue. Scooter chinois ou je sais pas, bizarre. Et d'ailleurs, ça s'est mal terminé cette histoire. Et j'avais un beeper. Je suis allé voir tous les docteurs de mon temps. J'ai dit, mais vous faites comment quand vous prescrivez des médicaments à des vieux qui ne peuvent pas sortir de chez eux? Qui va leur acheter? Elle dit, c'est leur famille, tout ça. Je fais, non, mais moi, vous allez m'appeler. Et j'avais un beeper toute la journée, j'attendais, je prenais 10 balles à chaque fois et j'ai gagné très, très bien. Je vais vous raconter l'histoire. C'est une histoire vraie, même je peux le jurer, ça avait de ma mère. J'ai vendu la société qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de structure. J'ai gagné 20, 30, 50 balles par jour avec ce scoot et ce bip. Et après, un mec a lu l'article. Il est venu. Il a appelé chez mes parents. J'ai eu rendez-vous et je lui ai vendu le concept. Et combien t'as vendu ça? J'ai vendu 6 000 francs. Mais j'ai gagné plus de francs, de thunes que mon frère qui avait travaillé dans les pommes de tout l'été. Alors que j'avais fait, 1000 francs de chiffre d'affaires. 6 fois pour les mais entrepreneurs qui nous écoutent, il avait adoré le truc. 6 fois le chiffre d'affaires. Parce que je lui avais donné la liste. Alors, j'avais été génial, j'avais vendu la liste des docteurs. Et les numéros de téléphone. Ce serait interdit aujourd'hui, tout ça. Le mec, il était super pauvre. Il m'avait payé 6 000 francs. J'avais négocié dur. Je voulais me donner 1000, 2000. J'étais fou, quoi. Il y a un gros potentiel dans cette boîte. Et je me rappelle, il m'avait invité à déjeuner chez lui. Et toute ma vie, je me rappellerai, on avait mangé du riz blanc avec du poivre dessus. J'ai dit, mec, t'as pas un autre truc? Il t'a quand même donné 6 000 francs. Et il m'a donné quand même 6 000 francs. Il m'a payé en 3 fois. C'est un peu un galéros. J'ai un peu galéré. Il a fallu que je sois un peu menaçant à la fin. Alors que tu n'avais pas de structure juridique. Donc là, mais attention, j'avais compris la valeur de mes idées. Déjà. Mais l'assurance, j'ai toujours eu. Ma mère a dit, dès que j'avais 2 ans, j'étais comme ça. Jamais, tu vois, je ne doutais pas. On y va, on essaye. Pas de doute. Tu penses que tu n'as jamais douté?
tu peux pas douter. Tu vois. Faire une entreprise, c'est comme tu es en train d'escalader une falaise. Merde, t'es au milieu, merde, qu'est-ce que tu fous là Tu doutes pas parce que t'as pas peur de l'échec ou finalement parce que tu sais que l'échec fait partie de la vie. Ouais, j'ai pas peur de l'échec. Puis t'en as eu un certain nombre d'échecs. Dans ce que t'as monté. J'ai eu des succès, j'ai eu des. Il n'y a pas vraiment d'échec parce que j'ai appris, donc c'est pas un échec finalement. C'est Mandela, ouais. Hein Mandela dit ça. Ouais, je savais même pas que Mandela le disait. C'est une grande phrase, c'est une phrase absolument géniale. C'est que tu réussis toujours, soit de toute façon, soit t'apprends, soit tu gagnes. Il n'y a pas vraiment d'échec. Les erreurs, j'ai fait des erreurs, mais c'est pas des échecs. Parce qu'après, je la fais pas 2 fois, donc rarement. J'ai rarement fait 2 fois la même erreur, mais... C'est de la connerie, ça. Si tu fais 2 fois la même erreur, t'as raison. Ouais, ou t'as pas les gens peut-être, mais t'es pas équipé. Mais à l'époque, j'avais déjà cette assurance que tout peut marcher. C'est pour ça que d'ailleurs les t-shirts ont bien marché d'ailleurs à l'époque. Donc grand succès. Alors je sais pas. Au début, on les vend au lycée, le lycée d'à côté. Après le week-end, tu prends le train. Et après, tu fais un truc, tu dis pas à tes parents, tu dis maintenant je vais passer les week-ends au lycée. Alors c'est pas vrai, t'as pris un appart, t'as pris ton premier téléphone portable. On parle de 1991-92. Et après, tu prends le train, le week-end, tu vas à Paris, tu les vends à Marché Malik, Porte de Cléancourt, tu les vends à rue Saint-Denis chez Alpha New Store, tu commences à les vendre, tout le monde commence à les acheter. Et après, tu les vends toute la France. Tu as une organisation. Tu mets une organisation tout seul. Et donc, combien t'en vends des t-shirts alors ? Le succès de cette organisation à l'époque, qui est une entreprise cette fois-ci, tu l'avais vraiment structuré ou c'était toujours beaucoup de cash ? Je me rappelle pas trop des marges, mais je sais que je devais les... Ça allait me coûter 35 francs, je les vendais 130. 150 ou 100, ouais, 130. Pour ceux qui n'ont pas connu les francs, c'est 25 euros. Ouais. Donc, en gros, 7 euros l'achat et 35 euros. Donc, beaucoup de marge. Les premiers, c'était par centaines, mais après, c'est passé. Donc là, c'est le côté positif d'un jeune de 17 ans qui utilise ce que tu dis, sa rage pour quelque chose de positif, une entreprise. Mais l'impact de ça, c'est que, en gros, ton papa, il comprend pas. Il peut pas imaginer la situation et il pense que tu es trafiquant. Et donc là, moment assez dur, même très dur, c'est que globalement, là, Non, 2 trucs arrivent en même temps. Des voyous découvrent, parce que j'ai pas de structure. Je gagne un peu d'argent, mais j'ai pas de structure. Je fais un peu n'importe quoi avec l'argent, mais j'ai pas de structure. Je vends tout à cash, je me débrouille, tu vois. Et j'ai pas prévu d'en avoir une parce que je suis mineur. Et des voyous découvrent, des très gros voyous découvrent que je fais beaucoup d'argent avec ces t-shirts, me kidnappent et me torturent pendant 2 jours. Et je m'échappe, parce que j'allais mourir, je pense. Ils m'amènent dans une maison à la campagne, me frappent pendant une nuit, après ils m'amènent dans une baraque. Pour voir quoi ils font ça ? Pour avoir les cartes de sérigraphie et le cash, parce qu'il y a une rumeur où j'ai caché 360 000 francs en cash. Pas du tout vrai, c'est pas du tout cette somme-là, mais des gens ont dit ils cartonnent avec les t-shirts, il a peine d'argent. Il y a du cash quelque part. Donc les mecs frappent, et c'est même pas des rebeux, c'est des mecs de l'Est de la France, je sais pas d'où, ils venaient de Toul, j'ai appris après. Et je fais... alors ça, je le déconseille à tout le monde, parce que c'est le truc où j'ai appris un truc, c'est que j'étais dans une chambre, et j'ai pris tous les draps, et j'ai fait les nœuds, comme dans les films, pour descendre. J'étais au 3e étage, et pour descendre en bas. J'étais pas bon en nœuds, et je suis tombé. Mais la chance que j'ai, je suis tombé du 3e étage, mais sur un arbre. Je suis tombé sur mon bras et brisé en 3 parties, accordéon, scaphoïde cassé, tout le bras pété et tout. Mais je me cache et les gars sortent comme dans les films dans la nuit en disant, et me cherchant, il est où ? Et ils ne savaient pas, j'étais en train de gémir derrière un arbre en attendant qu'ils partent. Donc toute la nuit là. Après, j'ai appelé des amis pour faire le service après-vente, parce que j'avais encore des potes assez méchants aussi, pour éviter qu'ils reviennent. Ça, je n'y reviendrai plus, ça je le sais. Et je suis rentré chez moi et j'étais un peu cabossé. Et donc mon père, venant de revenir de vacances du Maroc ce jour-là, il me dit, mais je t'avais dit, là, il faut pas vendre, c'est la drogue. Et tout. Je dis, non, c'est des t-shirts. Il croyait pas. Et je montrais des articles, il y avait des trucs. Et donc il me dit, allez, tu dégages. Enfin, il me dit non. Il me dit, tu vas finir clochard. Tu vas comme à l'hôpital, là. Tu vas comme à l'hôpital. Je vais comme à l'hosto, on me met le plâtre et je deviens clodo. Je me retrouve à la rue avec un plâtre, les premiers jours. Et plus d'argent. Donc là, t'es dehors, là tu... Je me retrouve dans une maison avec des Anglais un peu punk à chien à Beaumont-de-Lomagne. Et après, j'avais quelques potes skateurs que j'allais rejoindre. C'était fin mois d'août, à Seignos. Je me rappelle. Je restais 2-3 jours avec eux. Dont un gars qui s'appelle Olivier Saint-Jour, qui est toujours un pote à moi. Et après, j'avais pas le permis voiture. J'avais 18 piges. Et je fais de l'autostop pour remonter à Paris.
Mais je prends une décision assez violente. Je veux plus avoir en contact avec les gens que je connais d'avant. Donc, je coupe avec mes parents. Plus jamais un coup de fil pendant 3 ans et demi. Donc, mes parents sont allés voir des corps dans des morgues en pensant que j'étais mort. Plus en contact avec ma famille. Plus en contact avec mes amis. Je fais page blanche. Donc, plus personne. Et je recommence tout à zéro. Et ce soir-là, je me rappelle toute ma vie, je fais de l'autostop. Et il y a un mec qui arrive avec une Clio Williams, tu te rappelles, Baccarat, assez belle. Et c'était un mec un peu jebourg, il s'appelait Luc Suchel. Je me rappelle toute ma vie, tout son blast, tout. Ça, cette image, c'était la barrière au nord de Bordeaux d'autoroute. La rocade. Ouais, je monte dans la voiture. Et le mec, il me dit, je suis fatigué, tu conduis. Je savais un peu conduire parce que j'avais appris avec la voiture de mon oncle. Et je conduis jusqu'à Paris à 200 à l'heure. Encore le mec, il a joué avec la vie toute la nuit. Trop content de conduire cette voiture. On arrive très tôt le matin à Montparnasse et le mec habitait au 43 rue Dufour. Et là, il me dit, bon, c'est bon, merci, au revoir. Je suis là, attends, mec, je sais pas où dormir. J'ai un caleçon et 50 francs. J'ai pas d'argent. Je lui dis, je peux dormir chez toi. J'ai dormi un soir chez lui. Et après, j'ai commencé à traîner. J'avais le code de sa maison. Je dormais un peu clodo là. Et puis, je devais un peu clodo skater. Tu vois, je connaissais quelques skateurs déjà, mais des anciens, des gens que je connaissais pas vraiment, mais j'ai skaté avec eux. Donc, je n'étais pas vraiment clodo. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelle, à cette époque, qui est devenu une star, un artiste qui s'appelle Zeus Aguirre Schwartz. On devient pote dans la rue. Puis, c'est vrai, on devient un peu clodo, mais propre. Tu vois, jamais assis par terre. Tu vois, c'est la règle, c'est jamais s'asseoir par terre. Et tu dors dans le métro, tu te débrouilles. Et puis finalement, j'ai fini par m'en sortir par un accident, une jolie histoire. Voilà. Je tombe sur une fille dans un... Raconte. Je vais un soir, je suis là... Comment on peut sortir d'une année de vie... 8-10 mois. C'est marrant, j'avais trouvé des mecs chez qui squattaient 4 places des États-Unis dans le 16e, des ricains. Pas mal. Qui squattaient un appart. Eux aussi. Ouais, on te débrouillait. En fait, tu surfes, tu vois. Tu es assez... ça t'arrive quand même, surfer, ça t'arrive quand même beaucoup à toi. Hein. Ouais, mais tu surfes, parce que tu rencontres beaucoup de gens. Donc, tu as 4-5 jours, tu vas dormir dans le métro. Puis, tu as 3 jours, tu vas te trouver chez qui squatter. Des gens qui font une teuf, tu restes chez eux. Tout le monde est c'est des étudiants, tu as cet âge-là. Après, il y a, c'est un peu le bordel, tu vois. Et après, un jour, je vais à un concert. Je commençais à connaître une bande de gens. Et on va au concert de la Clica, que j'avais connu quand je faisais les t-shirts Yoshilande. Je les avais sponsorisés à l'époque. Il m'avait invité au concert, c'était à l'Élysée-Montmartre, je rencontre une fille, on va chez elle et il se passe ce qui se passe. Et je reste chez elle, je lui dis la vérité, je lui dis j'ai pas de maison, elle m'a dit t'as qu'à rester. Mais je l'ai eu vraiment, j'étais malin parce qu'on marchait en rentrant de l'Élysée-Montmartre vers la rue de Grenelle où elle habitait, donc c'est un long parcours. Et on passe, il y avait une affiche du Vogue, c'était la première couve de Naomi Campbell, et elle a dit waouh, j'adorerais avoir cette affiche. Et je savais que c'était la nuit où les mecs ramassaient les affiches parce que j'étais à la rue, donc j'avais repéré ces trucs-là. Donc dans la nuit, je voyais à peu près l'heure et vers 3-4 heures du matin, je suis resté une demi-heure à planter à côté de l'affiche. Les camions sont arrivés, je lui pouvais me donner l'affiche et le matin qu'elle servait, l'affiche était dans le salon. Et là, la fille, c'est bon, elle a fait le taf. Donc on va parler de... pas mal ça. Ça, c'est des détails de la vie, tu vois. C'était l'intelligence de la rue, quoi. Mon premier moteur aujourd'hui, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi, inclus moi, s'éclate. Ensuite, ta carrière d'entrepreneur qui a commencé, comme on l'a compris, extrêmement jeune. Et puis, quelques années après, tu rencontres la femme de ta vie, Victoire de Taillac. Là aussi, est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre ? Où est-ce que vous êtes rencontrés ? On ne s'aimait pas. Hein. Explique-nous pourquoi. En fait, à l'époque, j'invente ce qu'on appelle un concept store. D'ailleurs, je suis un des inventeurs de ce mot. Même si un sociologiste italien dans les années 80 dit ça, mais bon, c'est pas grave. Et on ouvre un concept store qui s'appelle Épicerie. Au même moment, il y a une boutique qui s'appelle Colette, qui est aussi un autre concept store. On est les premiers. On se tire la bourre par presse interposée. On fait des fêtes. Eux, c'est les clean bourges avec de la thune. Nous, c'est les pauvres avec des... Mais bien équipés. On était avec Marc Jacobs, Jeremy Scott, tous les gros mecs. On était les plus cool. On faisait les meilleures fêtes. Et les gens de Colette venaient, c'était marrant parce que Sarah, qui est la fille de Colette, et Victoire, c'était les meilleures amies d'enfance, elles venaient nous voir parce qu'on était un peu plus punk, tu vois. Et c'était plus marrant. On était... Donc elle n'est pas fan absolue de Ramdad. Non, elle me regardait de coin de l'œil, nous on les regardait, on disait qu'est-ce qu'elles sont là, ces greluches, ça nous cassait la tête. Tu vois. Donc là, tu as amené, c'est pas une affiche que tu lui as amenée cette fois-ci. Non. Qu'est-ce qui a fait que... Mais c'est quelques années après ça, d'ailleurs. Des années après. Ouais, c'est 2-3 ans après ça. Ouais. Tu l'as vu, c'était pas le coup de foudre. C'était pas ça le sujet. Non, j'étais
plutôt busy. J'étais dans la quantité à l'époque. Donc, Et ma femme est là, et puis je ne l'ai pas calculé, et après on s'est revus par hasard quand l'épicerie a fermé. C'est ce qui est quand même génial, et pour ceux qui nous écoutent, ils ont compris que tu as une vie quand même qui est assez trépidante et où il se passe forcément quelque chose. Mais là, il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant. Elle s'appelle Victoire de Taillac. Non, Bartouille de Taillac. Bartouille de Taillac. Je ne sais pas si... Donc, on a compris, originaire du sud-ouest, mais avant, originaire d'un village du Maroc. Aristocrate française, mais voilà, pas uniquement juste aristocrate française. Elle est descendante d'un des mousquetaires. Des mousquetaires. Mais plus que ça, elle est descendante du baron d'Holbach, qui est quand même le gars qui a financé Diderot. Elle est descendante de la famille MacLachlan, qui est la plus grande aristocratie écossaise. Elle est descendante de pas mal de choses. Et donc on peut dire que c'est le type de mariage juste improbable. Raconte-moi la première fois, quelle est la réaction de ses parents? Alors c'est la catastrophe, c'est la pire des choses. Nucléaire. Non mais ça s'est très mal passé. Parce qu'ils m'ont connu avant que je sois avec elle. L'histoire, on l'a fait courte, mais le beau-frère de Vic s'appelle Riku Suzuki. Il a un empire au Japon qui s'appelle Sazabi, qui a notamment amené à Starbucks en Asie et des trucs comme ça. C'est un empire, c'est 30 000 employés, c'est mon beau-frère. C'est maintenant mon beau-frère, mais à l'époque, c'était pas mon beau-frère. Quand j'ai fait l'épicerie, ce gars-là m'a découvert et s'est pris une passion pour moi. Et il m'a invité au Japon, il m'a demandé de créer pour lui des chaînes de boutiques. J'étais devenu un peu comme son conseiller, son bras droit, on rigolait beaucoup. Il est encore plus fou que moi. Il a 76 ans maintenant, mais à l'époque, il avait 57. Il se prit une passion pour moi, et comme lui, c'est le beau-frère, évidemment, il est très important, parce que c'est un homme d'affaires qui réussit beaucoup, qui paye des fêtes et tout. J'étais invité à l'anniversaire de Sophie, sa femme, pour ses 40 ans, mais elle a 60, c'est marrant, parce que ça fait 20 ans. Donc je vois Victoire, c'est là qu'on se rapproche, et il m'invite au 1er janvier 2000 au château de Vic, alors que je ne suis pas encore avec Vic. Je sors avec Vic 2-3 mois après. Mais... Château qui est dans le sud-ouest, château de famille. Et là, les parents me découvrent et je fais vraiment le con soir. Là, on avait vraiment fait n'importe quoi. Donc tu gagnes pas des points. Ma cote était très très basse, alors imaginez quand Victoire a annoncé à ses parents qu'elle sortait avec le mec qui avait foutu le bordel. Qui fout le bordel, le fait qu'il soit aussi pas dans la lignée classique, c'était ou pas vraiment? Alors, c'est l'addition des deux. Non. Alors, Vic, elle vient d'une famille très particulière. Elles sont 4 sœurs. Il y en a une qui est avec un Indien, qui a eu un enfant avec un Indien. Japonais. Un avec un Japonais, un avec un Arabe, moi, et puis un autre avec un autre... Je ne dirais pas, parce que je ne suis pas fan du cum. Mais c'est de notoriété publique. Mais okay, voilà. Donc, voilà. Et donc, alors, une question. Et c'est une famille, c'est un peu comme dans le film qui était là, mais quand elle fait au bon Dieu, mais c'est exactement ça, cette famille. Donc les parents étaient entraînés, mais sauf qu'ils étaient entraînés à des gens qui avaient plutôt des grandes réussites. Toi, à l'époque, moi, c'était quand même un peu underground, on va dire. C'était pas couru d'avance que je m'en sors. Tu vois, parce que j'étais encore en roue libre. Contre toute attente. Dis-moi, la réaction quand toi t'as annoncé ça à tes parents, à toi? Ma mère a posé une seule question. Est-ce qu'elle croit en Dieu? Dis-moi. Alors que moi, je crois pas du tout. Hein. Mais elle a dit, est-ce qu'elle croit en Dieu? Et j'ai dit oui, elle est catholique. D'ailleurs, Victoire est catholique pratiquante. Pas pratiquante à beaucoup, mais elle y croit vraiment. Moi, j'y crois pas du tout à tout ce bordel. Et ma mère a dit, donc, hamdoullah. Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais jamais de partenaire. Tu en as une, parce que Victoire est devenue exactement ta partenaire. Donc, tu réveilles notamment la parfumerie du parfumeur Jean-Vincent Bully, que tu découvres après ta lecture d'un roman de Honoré de Balzac, si je ne me trompe pas. Oui, César Birotteau. Et donc, aujourd'hui appelée l'Officine universelle Bully, l'entreprise est devenue mondiale. J'ai fait Sire Trudon avant, quand même, n'oublie pas. Évidemment. Plein d'autres. Voilà, Sire Trudon, de Marc, rappelle-moi, de 1643. Mais ça, c'est toute plein d'histoires, mais j'ai l'habitude de défricher les vieilles boîtes. Voilà. Donc, Bully, aujourd'hui, quand n'importe qui rentre, et je conseille à ceux qui habitent dans les villes où il y a des boutiques Bully de rentrer, on a l'impression de passer vraiment les portes du temps, d'être transposé, je pense que c'est votre volonté dans un siècle différent. Justement, là, tu passes de Toshi à Bully? C'est à peu près la même chose. Non, rien à voir. Mais dans le sens de l'entrepreneuriat, tu vois qu'il y a un besoin. Est-ce que le besoin, même chose, les t-shirts, il y avait instamment un besoin que tu as réussi attention. Les t-shirts, à l'époque, les gens faisaient... Alors, on va rentrer dans un truc un peu technique. À l'époque, les gens faisaient des t-shirts sur des bases Hanes, qui étaient des t-shirts de mauvaise qualité. Et moi, j'étais, dès le début, très sensible à ça. J'avais été chercher en Belgique des bases Oneta, qui étaient hyper compliquées à avoir. Donc, le souci de la qualité, j'ai toujours eu. Ça, c'était là. Le souci de l'originalité aussi.
Il y a un truc qui m'a beaucoup touché, c'est d'abord, j'ai vieilli, et puis j'ai toujours eu, si on revient à l'histoire du pistolet, le moment où je l'ai sorti, c'est quand la professeure a donné une mauvaise date en histoire. Donc j'ai toujours eu à peu près 20 sur 20 en histoire. Et je suis passionné d'histoire, de géopolitique. J'ai du mal à te croire. Si, c'est vrai. 20 sur 20 Non, 17, 18, 19, jamais. Mais quand je dis 20 sur 20, mais c'est ça. T'es un peu marseillais aussi. Je mens pas, j'exagère. Donc, on revient. Tu l'as tort, donc il faut que tu sors des très 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 bonnes notes en histoire. Donc j'ai une passion d'histoire. Et puis au bout d'un moment, la chose qui m'a fait passer du monde où j'étais, qui était ultra moderne, créer des concept stores, des produits modernes, à l'histoire, c'est s'y retrouvant par accident. Donc je me suis retrouvé passionné par le truc. Quand je découvre, il y a un vieux monsieur qui vient me voir un jour avec une usine de bougies qui a failli couler. Il me dit, elle est vieille, elle est ancienne, ça date de quand? Il me dit 1680, mais vous avez des papiers. Ils ont fait la recherche. Et on a découvert que c'est l'ancienne manufacture royale des cires. Je découvre Pierre Péan de Saint-Gilles, l'encyclopédie des métiers, Duhamel de Monceau. Tu vois, tu es là, waouh, tu pars là-dedans. Et là, waouh, tu dis, mais en fait, je ne m'en étais pas rendu compte, mais jusqu'à présent, comme je venais du skateboard, la marque et le monde dont je faisais la promotion était l'Amérique, et là, il est temps de faire la France. Et la France a un gros potentiel, et comme dit Victoire, elle le dit très bien, on a un coup d'avance en disant qu'on vient de France, donc il faut en profiter. Et donc là, c'est là où je passe dans une sorte d'extrémiste esthétique français, où là, dont je fais la promotion dans le monde entier. Et là, je fais maintenant des cafés, je fais des trucs... Tout dans ce délire-là. Dans une interview dans Libération, tu dis il y a 2 endroits où tu ne trouves pas de noir ou d'arabe, c'est au ski et dans les cosmétiques. Est-ce que tu te souviens de celle-là? Ouais. Est-ce que tu penses que Ramdan Touhami... Et dans le surf aussi. Fils d'immigrés. Et dans le surf. Ce week-end, j'étais à Guétari, dans le surf aussi. Aurais-tu pu percer dans le luxe, dans les cosmétiques, sans Victoire de Taillac? Oh ouais. Non, mais ça, je le dirais aussi. Mais c'est à toi que je le demande. Ouais. Je dirais la même chose, et moi, je le dis aussi. Oui, évidemment. Et s'y retournant, Victoire ne faisait pas du tout partie du projet, elle n'y était pas. Mais on travaillait ensemble sans être travaillé ensemble, on ne travaille pas à côté. C'est-à-dire que nous, on a un truc, c'est qu'on évite d'en parler à la maison. Et je déteste travailler avec ma femme, donc il faut être honnête. C'est pour ça que vous êtes partenaire. Tout ça est logique. Oui, non, mais je déteste. Et c'est difficile de travailler avec moi, et puis c'est difficile de travailler avec elle, parce que, voilà, mais on a une organisation qui est là. On a quand même une famille à tenir, donc il faut vraiment laisser de la place au couple aussi. Donc, on a chacun sa partie. Moi, c'est l'esthétique, les boutiques, le packaging, le design, le marketing et tout. Et Vic, c'est l'intérieur des produits, les textures et la recherche des produits, les secrets de beauté. Quand on regarde ton parcours d'entrepreneur, on a l'impression que tu as été de succès en succès. D'ailleurs, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, c'était à Brooklyn. C'était à New York. On avait l'un et l'autre emménagé là-bas. Et tu m'avais offert, ça m'avait surpris, un livre autobiographique avec une couverture en or sur toi. Ouais. Alors, certains diront que c'est culturel, d'autres qui diront que c'était justement une volonté de mettre en avant certains de tes succès. Pas du tout. Ceux qui... Oui. Voilà, je sais que tu adores parler, mais en fait, si on creuse un peu, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, tu as eu ces succès, plus ou moins connus, tu nous en as parlé de certains aujourd'hui, et puis tu as aussi eu des échecs. Moi qui m'a intéressé, c'est qu'à chaque fois, les échecs pour toi, tu dis, c'est pas forcément des échecs, c'est là où tu as pu apprendre pour être meilleur après. Et toujours pour toi, l'échec va avec le succès. Est-ce que c'est quelque chose qui va toujours de pair? Est-ce que pour toi, c'est juste la vie, c'est juste un fleuve qui n'est loin d'être tranquille? Comment tu fonctionnes, toi? Quand j'ai grandi 14 ans à la campagne en m'ennuyant comme un rat mort, toute activité est bonne à prendre. Mais en plus, j'ai un gros problème. Je m'en fous de l'argent. Pourquoi tu dis que c'est un problème? C'est justement un avantage, non? Dans notre métier, le succès se quantifie à l'argent à la fin. C'est-à-dire, t'as fait combien, tu l'as vendu combien, quel chiffre d'affaires t'as fait, les marges, les EBITDA, tous ces trucs. Attention, n'oublions pas un truc. J'ai fait un bac pro comptabilité. Que t'as pas fini? Que j'ai pas fini, mais j'ai arrêté 2 mois avant le bac. Ah, tu l'as pas? Mais j'ai l'âme comptable. Ah, d'accord. Non, mais quand je dis ça, comprenons. On peut faire un bilan ensemble, je vais te montrer, je connais tous mes numéros du plan comptable. Ce qui est important quand je dis ça, c'est que preuve que tu peux créer aujourd'hui une entreprise qui est dans tant de pays du monde. Sans avoir le bac. Donc c'est important de le citer quand même. Mais aujourd'hui, je m'assois avec un comptable japonais pour faire mon bilan au Japon, je m'assois avec un comptable hongkongais pour faire mon truc. Et mes sociétés sont mes filiales, mais j'en suis le président personnel et j'y vais tous les mois. Donc je délègue très peu cette partie-là aussi. Mais quand je dis je m'en fous de l'argent, c'est pas mon moteur.
Aujourd'hui, c'est d'abord mon premier moteur. Aujourd'hui, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi, inclus moi, s'éclatent. C'est le plus important. Et pour que ça marche, il y a une sorte un triangle à 3 angles ou 4, même un carré, on pourrait même dire, mais il y a 3 trucs les plus importants. Le premier, c'est le gars qui crée les produits, il est heureux. Moi. Toi. Ah, je suis content, je prends mon pierre, les créants. Le gars qui les fabrique, quand tu arrives avec ton idée, l'usine, l'ouvrier qui les fabrique, ça va les sortir de leur torpeur, parce qu'ils font toujours les mêmes choses. Et là, tu arrives avec une idée différente. Au début, ils disent toujours non, ils finissent par le dire. Après, ils sont super heureux de le faire. Et ça, c'est le point numéro 2, c'est que les gens qui vont le fabriquer sont fiers de le fabriquer. Ils disent, ouais, c'est une très bonne idée, on est heureux de le fabriquer. La troisième partie, qui est très importante, c'est que les gens qui vont le vendre, ils disent, putain, c'est pas de la merde, on va les vendre comme des petits pains, c'est génial, j'adore le truc, c'est super, ça leur plaît. Donc, 4. Et la 5e, la 4e, excusez-moi. On était à 3 au départ. On était à 3, on est à 4, c'est plutôt 4. Et j'oublie parce que je suis un peu fatigué, je suis en train de te parler et en digérant en même temps, je fais 2 choses en même temps. Et la 4e partie, c'est que quand les clients l'achètent, ils n'ont pas l'impression de se faire avoir. Et quand tu fais ça à toutes les affaires que tu vas créer, ça marche. Tu sais que l'entrepreneur que tu es, comme n'importe quel entrepreneur, il a toujours besoin d'avoir un booster, quelque chose, un objectif, une ligne potentiellement d'arrivée. Toi, si ce booster-là, c'est pas l'argent, c'est quoi la fêlure? La rigolade, mon frère. La rigolade. Mais c'est rigoler. T'as pas besoin d'entreprendre. Tu sais ce que j'ai fait hier soir? Non, raconte. J'ai lancé un jeu. J'ai créé un jeu de société qui nous a pris hyper chronophage. On a écrit 287 cartes, on s'est pris la tête. Il y avait tous les gens de la mode, les gens les plus importants de la mode. On n'était que 50, on a fait un grand dîner. Ça m'a coûté une fortune. J'ai lancé un jeu qui va pas se vendre. Qui va pas se vendre. Je l'ai fait. Mais toi, t'es heureux, mais ça te fait marrer. Mais est-ce que tu penses qu'il y aura comme un impact positif peut-être sur Bully? Bien sûr. Sur toi, sur ma gueule, sur mon gueule. agence, parce que j'ai une autre société, j'ai plusieurs autres agences. Ça, c'était plutôt sur l'agence. C'est un impact indirect. Mais c'est très fin. T'es pas obligé de dire acheter mes produits tout le temps. Tu peux faire des trucs comme ça à perte. Et puis en fait, dès qu'on gagne un peu d'argent, j'aime bien le dépenser sur des bêtises comme ça. Il y a des gens qui préfèrent acheter des Ferrari, il y a des gens qui préfèrent cacher ça au Luxembourg. Moi, je préfère faire des conneries. Il y a des gens aussi qui peuvent le donner. Qui peuvent. Ça, c'est ton délire. Mais peut-être d'autres, hein. C'est pas un délire. Moi, j'ai une ONG, elle s'appelle la Famille Twami. Voilà, je la gère. On est là pour gérer le bien-être et la grande rigolade chez nous. C'est notre ONG à nous. Et ben, tu vois, et même si je n'achète pas tout ce que tu dis sur l'instant, au moins tu as l'honnêteté de dire, et je trouve que c'est remarquable. Tu reviens de loin, donc tu as vécu de la misère, tu le dis d'ailleurs toi-même, tu as galéré, tu as vu des gens galérer. Aujourd'hui, on parle juste de ton dernier projet, qui est un succès dans ces 8 pays, je crois. Tu collabores avec l'un des musées les plus prestigieux du monde. Avec le Louvre. Avec le Louvre. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu te sens encore comme le Chinois de Montauban? Ouais. En France, ouais. Toujours, les flics te le rappellent, le regard des autres. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas la France. J'aime pas vivre en France. D'accord. J'aime pas vivre en France. Ah si, il y a des trucs très mignons. Je vais dire un truc, je vais le dire, je l'ai pas dit, j'ai jamais dit à personne. Si je vends Bully, ce qui est le cas, parce qu'il y a plein de gens qui veulent l'acheter, j'ai 12% avec LVMH qui a investi avec moi, enfin, ça va, pour moi, j'ai quelques centaines d'employés dans le monde. Ça se passe bien. Ouais, ça marche. Si tu le vends alors? Si je le vends, parce qu'il y a beaucoup de propositions, mais je pense que Tu donneras une partie, si j'ai bien compris? Non, je pense que je partirai, moi, parce qu'au bout d'un moment, je sais ce que j'aime pas faire dans les affaires, c'est-à-dire gérer beaucoup de monde, c'est pas ma spécialité. Je le fais, je gère tout, mais au bout d'un moment, je vais pas tenir 2000 ans à faire la même chose. Tu veux, c'est pour moi, voilà, je vais donner ça à un groupe qui va faire ça, qui va développer. Ça y est, moi, je suis arrivé au maximum de mes capacités en termes d'idées, de développement. Après, ça devient trop gros quand tu rencontres un vendeur dont tu ne connais même plus le prénom, c'est même pas intéressant pour moi. Mais si je vends cette société et si j'ai les moyens, je vais pas faire comme toi une ONG. Je préviens tout de suite. Ma grande motivation, c'est de prendre tous les mecs qui votent pas et les obliger à voter. Donc j'ai eu la chance d'être pote, de rencontrer des mecs comme Zizou, tous les rappeurs, ou les Roche Dizem, tous les mecs de ma génération, les Rebeux, les Renois, tout ça. Je les connais tous. Enfin, j'en connais beaucoup. Je vais tous les prendre et les dire, les gars, on n'a qu'une bataille. On est 4 millions, il faut qu'on vote tous. Parce qu'on ne peut pas arrêter de se faire marcher dessus comme ça, toute la journée. Là, aujourd'hui, il doit y avoir 2% de notre gueule qui est... Quand on dit notre gueule, c'est... Les cramés, les marrons, pas les bonnes couleurs, les musulmans
Tu vois, c'est impossible. Je comprends pas que dans ce pays, on puisse laisser un truc comme le printemps républicain, qui dit des horreurs du matin au soir sur nous. Des atrocités. Là, j'ai vu, ils ont fait des affiches avec des femmes, avec des barbus. Enfin, les mecs, c'est des fous. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent la guerre ? Je veux pas la guerre, moi. Je veux juste qu'on vote. Donc, ce serait une ONG dans ces cas-là. Ça pourrait être qui pourrait pour être la une capacité. association, mais non, je veux le faire. Je veux le faire pour pousser les gens à voter. Oui, non, mais avec Voter ou voter bien ? Voter avec vraiment un programme particulier. C'est-à-dire que je réunis tout le monde, je dis les gars, nous allons... Ramdan, Premier ministre ? Non, je ne serai pas dans la politique, je ne vais pas m'engager dans la politique. Je vais juste pousser les gens à dire voilà ce qu'on pèse et voilà ce qu'on demande. La moindre des choses, c'est que quand un flic t'arrête 4 fois dans la journée, il te donne un papier la première fois. C'est pas normal qu'on nous l'interdise. Ok, ça existe dans tous les pays du monde, qu'il y ait des violences policières comme... Moi, j'en ai marre de me faire arrêter, alors que j'ai plus l'âge de me faire arrêter, ça m'arrive assez souvent. Et il y a plein de choses comme ça. On arrête de garder des taudis dans les cités, qu'on mette vraiment les moyens et qu'on sorte qu'on arrête, qu'on rase, qu'on développe, et qu'on mette des bons profs dans les bonnes écoles aussi, dans les écoles pourries, parce que ça sert à rien d'apprendre des choses à des gens qui ont déjà des profs privés à la maison. Ça, là. Voilà. Donc il faut là, sinon il va y avoir une guerre civile. C'est la dernière chance qu'on a là. C'est pas le Macron qui va nous sauver. Moi, j'y crois pas à ça. C'est là, il faut se bouger, il faut vraiment que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on aille tous dans la bonne direction. Et là, moi, je pense que ça manque la France. Ouais, donc là, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose que tu pourrais dire exactement la même chose en Angleterre, aux États-Unis ? Je pense mais que on c'est n'est pas en Angleterre. Ils ont choisi leur truc ultra-libéral, c'est leur délire. J'y ai vécu. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie qu'aux États-Unis. Pas que les gens se sont... J'ai eu des gens qui se sont tirés dessus, j'ai jamais vu ça en France, devant moi. J'habitais à Brooklyn, dans la mauvaise partie au début, après la bonne. On s'est retrouvés d'ailleurs. Mais on s'était trompé de mes 2 quartiers, la première maison. Mais on n'est pas le même pays. On n'est pas le même pays. On est un pays, à la base, et l'ADN de la France, c'est un pays généreux. C'est un pays qui dit, OK, n'importe qui a accès aux meilleures écoles. Les États-Unis, c'est un pays généreux. Ils acceptent n'importe qui. Ils acceptent tout et n'importe qui. Mais derrière, là-bas, tu ne payes pas ton assurance. Tu te retrouves à l'hôpital, tu peux partir avec une jambe en moins. Bien sûr. J'ai un pote à moi qui était millionnaire, qui n'avait pas la bonne assurance, qui s'est fait renverser par un camion, il est devenu pauvre. Je l'ai vu en un an, de mes yeux. En France, non, on a des filets, on a un système. Aujourd'hui, tu perds ton boulot. Avant que tu sois à la rue, ça te met 2 piges. Et j'aime bien ces systèmes. C'est une très bonne chose. Oui, je me rassure. Je suis pas, mais attention, je suis patron. Je dis pas, j'ai une centaine d'employés en France. Je sais ce que je paye en URSSAF, je sais ce que je paye en charge sociale, patronale et tout ça. Nous terminons toujours ce podcast par un quiz. 2 propositions, un seul choix possible que tu peux expliquer ou pas. Brooklyn ou Tokyo ? Tokyo, sans hésitation. Caudalie ou L'Oréal ? Caudalie, c'est la famille. Créer ou dénicher ? Créer. Birkenstock ou chaussettes hautes ? Les 2 si possible. Lacoste ou Timberland ? Timberland. Parfum ou bougie ? Parfum, à l'eau, pas à l'alcool. Ramdan de Taillac ou Victoire Touami ? Les deux me vont. Merci Ramdan d'avoir accepté mon invitation. Merci, je t'en prie, c'était très sympathique. Merci de votre fidélité et d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas, 100% des gagnants ont tenté leur chance.